Bonjour à tous et à toutes, hein. Ravi de retrouver Jean-Michel Huette, qui est avec qui nous co-organisons cette commission conjointe santé, des deux commissions santé et digitale, sur le thème l'IA, l'intelligence artificielle peut-elle sauver la santé en Afrique? Alors, très beau sujet, hein. Moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Éric Maville, président de Santé en entreprise et président de la commission santé du CIAN. Je laisserai Jean-Michel se présenter tout de suite. Jean-Michel, si tu veux bien te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Merci Eric pour l'organisation, parce que c'est toi quand même le grand organisateur de cette conférence, Jean-Michel Huette. Je suis associé chez Bearing Point, cabinet de conseil, et puis je travaille depuis une quinzaine d'années sur le continent africain, parce que je pilote les activités Afrique du cabinet. Et comme tu l'as dit, comme toi, je suis des présidents des commissions du CIAN, en l'occurrence celle sur le numérique. Voilà, et au CIAN, on essaye de plus en plus de proposer ce type de regard croisé, hein, de commission sur des sujets qui sont assez transversaux. Celui-là en est un. Et pour en parler aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir plusieurs experts et j'ai envie de dire praticiens de l'intelligence artificielle. On va commencer alors par ordre alphabétique des femmes. Clémentine Langlois, qui est donc CEO de Skepsos. Clémentine, Bonjour Eric, merci bonjour. de nous recevoir. Voilà, et Donc, Clémentine qui est également une animatrice importante de tout ce qui se fait en matière de health tech, de santé numérique à Paris Santé Campus. Donc, tu pourras nous en dire un mot. mhm, Clémentine. Nous avons ensuite par ordre alphabétique, toujours parmi les femmes, les dames, Nada Nadif, qui est consultante, Nada qui donc consultante internationale en management et innovation en santé, coordinatrice du groupe santé de même Baïgé, donc du patronat marocain, donc les Marocains entrepreneurs du monde. C'est bien ça, je n'ai pas été. Parfait, exactement. Merci beaucoup. Ravie d'être parmi vous pour échanger sur ce sujet qui nous tient tous à cœur. Voilà. Alors, toujours par ordre alphabétique, je reviens aux hommes cette fois-ci. Ekel Drin, qui est fondateur et CEO d'Africanda, qui nous rejoint. Alors, je pensais qu'il nous rejoindrait de Tunis, mais il se trouve qu'il est à Paris. Bonjour, Ekel. Bonjour à tous, bonjour Eric, et heureux de faire partie de ce panel. Et nous également. Et enfin, je veux excuser. Alors, non, avant d'excuser, Yvon Koudam, que je n'ai pas. Encore présenté. Yvon, qui est alors, je le présente comme le fondateur et le CEO de Conjibale, mais il fait plein d'autres choses. Yvon, merci de nous avoir rejoints depuis Lomé. Merci, merci Eric. Bonjour à tous. J'espère qu'on va passer un bon moment. Merci vraiment. Ah, certainement, certainement. Donc, on excuse Alain Labrique, le directeur du département Global Health et Innovation de l'Organisation mondiale de la santé, qui est en déplacement. Il a cherché à se faire excuser, mais bon, ça n'a pas été possible. Cela dit, on aura un moment où il va nous présenter en fait, l'initiative mondiale de l'OMS qui a été lancée très récemment sur la santé numérique. C'était ça qu'il devait faire. Alors, pourquoi nous avons choisi évidemment de consacrer un thème, un sujet à l'intelligence artificielle appliquée à la santé cette année? C'est un sujet, vous savez, qui ne se passe plus une semaine sans qu'on ne parle d'intelligence artificielle dans les médias, partout, que voilà, c'est une technologie qui touche de plus en plus de domaines de la vie économique et sociale. Et dans le secteur de la santé, l'IA bouleverse déjà les pratiques, notamment sur tout ce qui concerne la recherche médicale, le diagnostic des pathologies et bien d'autres applications encore, où cette technologie apparaît comme un outil assez incontournable. Et ce qui est intéressant pour nous ce matin, c'est de voir en fait tous les enjeux pour le continent africain. Et pour ça, nous allons structurer notre webinaire en trois parties. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints, qui se sont inscrits, parce que je crois qu'on a eu autour de 45 inscrits, près de 50 inscrits. Donc, ça veut dire que le sujet intéresse. Donc, pour en parler avec nous, on aura donc trois temps, donc tous les invités que j'ai mentionnés. Le premier temps, tout de suite qu'on va démarrer, c'est celui du panorama des usages de l'IA. C'est important hein, qu'on ait un tour d'horizon des usages de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé en Afrique, que Nada va nous faire. Et tout de suite après, on va illustrer avec une solution, Konjibale, qu'Yvon va nous présenter
qui est la carte vitale, si on peut présenter les choses ainsi, la carte vitale ou l'équivalent de la carte vitale déployée à l'échelle du Togo. Donc, Nada, à toi d'abord pour la première présentation. Super. Alors, oui, effectivement, l'usage de l'IA en Afrique est de plus en plus accéléré, de plus en plus présent, notamment après la fin 2022 où il y a eu ce vrai boom de ChatGPT, de l'IA générative qui s'est considérablement démocratisé. Et on distingue 5 pays qui vont euh, s'approprier et utiliser l'IA en santé de plus en plus. Donc, on voit par ordre alphabétique l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Nigeria et le Maroc, puisque ce sont des pays qui étaient déjà en réflexion, qui étaient sur une digitalisation extrêmement poussée sur les infrastructures de façon globale, mais aussi en santé. On a cette accélération aussi grâce aux différents atouts de l'Afrique. On connaît tous alors déjà que c'est un continent qui est extrêmement jeune, avec un âge médian à peine de 18 ans, c'est-à-dire que ces utilisateurs sont déjà familiarisés avec le digital, avec le numérique et donc a fortiori l'intelligence artificielle en termes d'appropriation, de conduite du changement. Il y a beaucoup moins de freins. Il y a aussi la démocratisation en termes de tarifs de téléphonie, la couverture 4G et les télécommunications qui sont extrêmement généralisées, même en milieu rural, et qui va favoriser ces adoptions de ces technologies, notamment en santé. Alors, on connaît une pénurie des professionnels de santé un peu partout et l'Afrique n'y échappe pas. L'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de combler, que ce soit avec le digital ou même l'IA, le métaverse, combler ce manque de professionnels de santé, combler ces déserts médicaux avec des usages qui vont essayer de ralentir la dégradation de l'état de santé, améliorer l'offre de soins, que ce soit avec l'utilisation de l'IA générative ou encore du métaverse. On voit plusieurs aspects. Première chose, c'est la formation, parce que c'est la base, parce que il y a de plus en plus de centres de simulation qui sont développés en Afrique, au Maroc aussi, de ce que j'ai pu voir avec des partenariats sud-sud et des partenariats sud-nord qui se mettent en place de plus en plus. On est sur de la prévention, que ce soit sur des pathologies tropicales ou sur des épidémies, comme on a pu voir avec l'épidémie de Covid-19, avec la mise en place d'algorithmes qui fonctionnaient déjà et qui ont fait leurs preuves pour essayer de réduire les dégâts et d'accompagner ces personnes sur l'éducation thérapeutique, sur de la prévention et de la sensibilisation à plusieurs égards. On a aussi le suivi à distance des patients, notamment ceux qui souffrent de pathologies chroniques, que ce soit donc la tension artérielle, le diabète et d'autres pathologies plutôt hormonales, dont souffrent de plus en plus de personnes et de plus en plus jeunes, donc utilisateurs aguerris et habitués du digital. On remarque aussi une augmentation de l'utilisation de l'IA en diagnostic et notamment en imagerie, à la fois sur l'interprétation des clichés, des fois de façon native, sur certaines solutions, sur certains appareils voilà, fabriqués par des grandes multinationales, ou encore par des outils, des solutions, des logiciels qu'on va plugger, qu'on va rajouter, qui sont développés par des startups qu'on a pu remarquer aussi hein, lors de la visite de Jitex Africa. Il y avait plus de 120 startups dédiées à la santé, dont une grande partie accompagnant les professionnels de santé dans l'identification de données, l'identification aussi d'images à risque, que ce soit avec les lames de
de cellules qu'on va analyser, ou alors les clichés d'échographie ou de radiographie. Il y a aussi le volet administratif qui n'est pas négligeable et qui est extrêmement chronophage. Donc, avec la reconnaissance sémantique, avec la digitalisation de plus en plus poussée des documents, qui soient pharmaceutiques ou purement administratifs du dossier patient, eh bien, on note que ça améliore le parcours patient, que ça améliore la prise en charge depuis le rendez-vous jusqu'à la facturation, puisque on a un gain de temps à l'arrivée du patient, il est déjà identifié. En termes de risque aussi, d'identitovigilance, en termes d'errance des patients, on peut vraiment avoir une sécurité qui va être améliorée. Et puis, une garantie de remboursement, puisque la bonne information est mise au bon endroit et orientée vers le bon service et la bonne mutuelle. On a aussi, tu parlais tout à l'heure, Eric, de la recherche, beaucoup d'utilisation de la data avec presque 1,5 milliard d'habitants en Afrique. On a vraiment de quoi traiter de la data avec une diversité aussi, aussi bien au niveau de l'âge qu'au niveau des différentes pathologies. On a un vrai vivier de données qui sont utilisées par les laboratoires, par les startups dans des objectifs eh bien, de recherche pour de l'enseignement, pour la publication, mais aussi pour la production et la fabrication de traitements personnalisés. Donc, on est aussi sur de la personnalisation du traitement qui va être, par exemple, adapté à une population qui est différente de la population asiatique, européenne ou américaine. On a aussi des traitements personnalisés au-delà du chimique par rapport à la dermato. Il y a des solutions qui vont être dermosensibles, adaptées aux peaux mates, aux peaux noires, parce que la plupart des traitements, la plupart des études, eh bien, sont faits sur des hommes, déjà, avec une moyenne d'âge autour de 40 ans. Donc, on se rend compte que les traitements alors, fonctionnent mieux sur les hommes que sur les femmes, et Mm. plus sur des peaux claires Mm. que sur des peaux noires. Donc, aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir des traitements qui sont adaptés à la population africaine, jeune, moins jeune, avec des pathologies adaptées plutôt propres à la génétique et qui vont aussi être favorisées grâce à l'intelligence artificielle. On a aussi l'accompagnement des patients avec, que ce soit l'éducation thérapeutique ou leur suivi en télémédecine sur des maladies alors plutôt organiques, mais aussi psychiatriques. Là, on s'en rend compte qu'on en parle de plus en plus, que les pathologies, que la santé mentale prend de plus en plus de place et l'intelligence artificielle aide à améliorer les conditions de travail et aussi à combler le manque parce qu'il y a énormément de besoins avec peu d'offres en santé mentale pour y répondre. Donc voilà, rapidement, alors ce n'est pas exhaustif effectivement, mais ça montre aussi que l'Afrique suit le même mouvement que les autres continents avec un peu plus de retard. Alors en Afrique, on prend notre temps, mais on rattrape parce qu'il y a le leapfrog, il y a aussi cette envie d'aller beaucoup plus loin, plus vite, en évitant de commettre les erreurs des voisins. Ah ben, c'est très bien. Je pense que ça nous fournit là déjà voilà, une vision assez claire et large de toutes les applications possibles et donc ce panorama des usages qui était important. Nada, merci. Il y a plusieurs choses qu'on a notées sur lesquelles on pourra revenir pendant la discussion. Mais tout de suite, pour illustrer justement à travers une solution, parce qu'on aime bien aussi dans nos réunions de commission voilà, concrètement montrer des solutions et donner la parole à des entrepreneurs aussi qui sont à l'origine du développement de ces solutions. Alors là, il se trouve qu'on en a une qui est une solution made in Togo, que je vais maintenant demander à Yvon de nous présenter. Donc Yvon, à toi pour nous parler de cette solution, donc Konjing Ballet. Hein, donc mon Mina n'est pas parfait. Hein. Je pense que Konjing Ballet, ça a quelque chose à voir avec la santé, mais tu vas nous dire ce que veut dire exactement Konjing Ballet et donc ta solution qui est la carte vitale, si on doit voilà, résumer
si on a fait un raccourci, déployé à l'échelle du pays. À toi, Yvon, pour 4-5 minutes. Ok, j'espère que vous me recevez très bien. Merci beaucoup et merci pour la présentation. Alors, bonjour, moi c'est Yvon Koudam, je suis promoteur d'une solution Conti Gbané. C'est un Mina. Le Mina, c'est la langue locale la plus parlée du Togo. Et Conti Gbané veut dire carnet de santé. Donc, l'idée était très simple, c'est de digitaliser ce carnet de santé-là qui est toujours en papier. Oui, Et les conditions en Afrique sont extrêmement difficiles. 93 de la population, 93% de la population subsaharienne n'a pas les moyens vraiment de se rendre dans un hôpital. Soit c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, soit c'est parce que l'hôpital est très loin d'eux. Également, au Togo, justement, on a un très grand désert médical. On a un médecin pour 16 000 patients et le taux de mortalité en milieu hospitalier est de 22% et 10% pour les causes évitables. Et comme je viens de le dire, le dossier médical est toujours en papier. En Afrique, essentiellement, quels que soient les domaines, on a vraiment un manque d'infrastructures. Et surtout dans le domaine de la santé, on le sent vraiment. On le sent beaucoup. Et nous, notre idée, c'est pourquoi ne pas associer les nouvelles technologies à ce domaine de la santé-là pour aller plus vite et pour éviter à des personnes, des communautés de perdre la vie, quoi, juste pour des manques d'informations. Donc, nous, notre solution, comme Eric l'a présenté, c'est la carte vitale. Mais derrière, nous avons adapté notre solution vraiment aux réalités africaines. Et les réalités africaines, c'est que la personne qui a, je dirais, 2 euros peut plutôt aller manger que d'aller se faire soigner. Voilà, c'est plus simple que ça. Et il y a les contraintes de langue, d'analphabétisation, il y a les contraintes de connectivité. Voilà. Tout le pays n'est pas connecté. Du coup, nous, nos fonctionnalités que nous proposons, à savoir un accès rapide à un médecin, la géolocalisation, le dossier médical, le suivi régulier des conseils personnalisés et l'agenda. En fait, tout ça là, le patient, l'utilisateur peut le faire avec un téléphone à touche. Il n'a pas besoin forcément de la connexion Internet ou de smartphone. Donc, comme je viens de le dire, on peut y accéder via un site web, via un smartphone et aussi via un téléphone à touche. Aussi, un centre d'appel en langue locale, parce que la personne qui n'est pas instruite, puisque les technologies importées aujourd'hui, même l'IA, si on veut matérialiser ça derrière, c'est en français, en anglais, les langues, les grosses langues. L'IA aujourd'hui peut faire la transcription avec GPT-4, qui le fait très bien dans les langues. Ça, c'est des avancées. Mais nous, ce qu'on a pensé, c'est que la personne, de ne pas le faire trop dépenser, il appelle un numéro et il est assisté dans sa langue locale. Donc, voici un peu à quoi ressemble avec un code QR embarqué. Et aujourd'hui, nous avons la chance de travailler avec l'Institut national d'assurance maladie qui a intégré cette carte qui couvre 8 millions d'habitants ici au Togo. Donc, chaque habitant aura sa carte avec son numéro d'assuré et une prise en charge efficiente et efficace. Donc, des cas concrets. Nous, aujourd'hui, nous collectons des données. Nous travaillons avec l'école d'Albi au sud de la France avec des experts en IA qui nous aident vraiment à mettre en place des modèles. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Ce qu'ils nous ont dit concrètement, c'est d'avoir les données. L'Afrique a beaucoup de manque en données, puisque les IA se reposent vraiment, comme vient de le dire Nada, l'intelligence artificielle apprend d'elle-même. Il faut des données. Et plus on a beaucoup de données, moins on fait d'erreurs. Donc, nous, l'idée, c'est de connecter autant de données, beaucoup de données dès la naissance pour pouvoir faire de la prédiction et de la précision. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de personnaliser les conseils. Et voilà, comme des cas concrets pour la gestion du diabète, on envoie juste un SMS. Il y a les SMS écrits et les SMS aussi en langue locale, les SMS vocaux. Donc, des cas concrets, c'est bonjour copie, n'oubliez pas de mesurer votre taux de sucre après chaque repas aujourd'hui.
Évitez les aliments sucrés pour maintenir votre glycémie stable. Voilà. Des messages très simples, mais ça rappelle très rapidement au patient qu'il doit, s'il veut peut-être prendre du jus, éviter les jus avec du sucre dedans, éviter des jus naturels, voilà, qui aident beaucoup. Par exemple, pour la prévention des maladies cardiovasculaires, salut Kofi, pensez à marcher 30 minutes de plus aujourd'hui. Cela aide à garder votre cœur en bonne santé. Donc, s'il veut prendre le métro ou le train, on n'a pas ça ici hein, en Afrique, mais s'il veut prendre une voiture, pourquoi ne pas marcher et voilà, contribuer à sa santé. Donc, nous, l'idée avec Conduite Balance, c'est ça. Utiliser l'IA pour des conseils très simples qui permettent aux patients vraiment d'être aussi acteurs de sa propre santé. Voilà, je vous remercie. Merci. Je pense que tout le monde aura été. Enfin, moi, je suis toujours impressionné par aussi le développement et surtout la rapidité avec laquelle ces solutions se mettent en place. Et puis souvent, on parle de passage à l'échelle. Donc, tu nous dis aujourd'hui, Yvon, que c'est une carte qui va être déployée à l'échelle du Togo. Donc, vous avez plus que vous êtes allé au-delà même Oui, justement, combien vous avez d'utilisateurs aujourd'hui et puis c'est quoi l'échelle? C'est de couvrir tout le pays? oui, oui. En fait, comme nous reposons sur l'assurance maladie universelle, donc on va couvrir toutes les communautés, toute la population togolaise. Aujourd'hui, nous avons près de 100 000 utilisateurs. Nous travaillons aussi avec l'Ordre des médecins du Togo, qui a une base de données de 2000 médecins. Et voilà, donc nous nous reposons sur cette base-là. Et derrière, comme tu viens de le dire, on a aussi notre potentiel d'expansion. Et à la fin de ce mois, on va s'étendre en Guinée-Conakry, où on a déjà mis en place tout ce qu'il faut. Ils sont très intéressés justement par cette carte. Et eux aussi, les conditions sont les mêmes. Et en Afrique subsaharienne, les conditions sont vraiment difficiles, mais les mêmes. Du coup, une application comme la nôtre peut aussi faire quelque chose dans leur pays. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc l'ambition, c'est pas simplement le Togo, c'est déjà aller dans d'autres pays et exporter la Et- solution vers un Exactement. pays où les besoins sont équivalents. Bon. Mais merci. Je pense qu'il y aura aussi pour toi, Yvon, des questions. On va maintenant passer aussi à la séquence de questions. Donc, je vais laisser peut-être déjà Jean-Michel, je me tourne vers Jean-Michel, qui, s'il a déjà dans les présentations que vous avez, que vous avez tous les deux déjà faites là, si Jean-Michel, tu avais des questions. Voilà, ou remarques avant Non, mais qu'on... déjà, moi, je trouve que c'est. Merci beaucoup parce que ces deux présentations nous ont montré aussi des éléments concrets. Et je pense que c'est aussi un des messages clés, je pense, de cette conférence, hein, c'est que l'IA dans la santé en Afrique, c'est pas de la théorie. Mm. Il y a des choses concrètes qui peuvent se faire. Et effectivement, ce que j'ai bien aimé dans la présentation initiale, c'était que c'est l'IA, c'est pas que l'IA générative, il y a aussi d'autres cas d'usage, les métaverses, etc., les formations, donc ça c'est important. Et puis ce petit pitch de startup était très intéressant parce que ça montre vraiment un cas concret. Moi, je ne sais pas, je voudrais me retourner vers les autres intervenants. Est-ce que vous avez quelques autres exemples concrets? Parce que je pense que théorie sur l'IA, on l'a beaucoup eu l'an dernier. Est-ce que vous auriez d'autres exemples concrets de cas d'usage? Parce que finalement, l'IA, ce qui compte, c'est et pour, je pense, la trentaine de personnes qui nous écoutent, c'est pas la techno, hein, c'est vraiment les cas d'usage concrets. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner, à partager avec nous, soit que vous avez mené, soit que vous avez vu hein, depuis ces derniers mois, de cas d'usage réels, avérés, d'usage de l'IA dans la santé en Afrique? On peut commencer avec toi, Clémentine, et puis on pourra peut-être laisser la parole à Ecole. Je sais qu'il y a aussi une application dans tout ce qui est traçabilité des médicaments pour traquer les faux médicaments. Mais donc, toi, Clémentine, si toi, Donc, il y a effectivement, l'IA permet aujourd'hui de faire avancer à la fois la médecine de précision, à la fois la recherche, à la fois la détection précoce de maladies comme la tuberculose ou autres. Mais je pense qu'il est intéressant peut-être à ce point de la conférence en ligne de revoir ce que c'est que l'IA et comment elle a été aussi comment dire, possible. Avant tout, pour qu'il y ait IA, il faut qu'il y ait données, comme l'a très justement dit Yvon, et c'est vraiment les capacités de stockage dans les data centers de ces données, la capacité de traitement rapide à partir de systèmes informatiques performants
de ces données qu'on est capable de faire de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle en Afrique, c'est effectivement plein de promesses, plein de superbes solutions. On ne peut pas toutes les citer tellement elles sont nombreuses, effectivement. Pour autant, moi, je suis une chercheuse, donc je suis chercheur à la fois associé comment dire, à l'École des Ponts Business School, mais aussi membre de Paris Santé Campus, le hub français de la santé numérique, et très investi dans de nombreux projets de recherche et de développement d'innovation en Afrique. La donnée, pour moi, est aussi très importante et malheureusement, aujourd'hui, la donnée en santé en Afrique ne représente que 0,4% des systèmes d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui entraînés. En France, on fait guère mieux puisqu'on a entre 1,5% et 2% de nos données en médecine qui sont utilisées pour effectivement entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de réfléchir pour que l'intelligence artificielle puisse vraiment avoir un impact positif sur le continent africain, de réfléchir à l'installation d'infrastructures comme des data centers, des systèmes de communication locaux et travailler donc aussi sur des sujets qui sont plus larges comme l'électrification ou l'utilisation des ressources en eau. Donc, il est important que en santé, l'intelligence artificielle, comment dire, a besoin d'être entraînée sur des données locales, sur des biologies locales, sur des environnements locaux, comme l'a introduit Nada. Et effectivement, aujourd'hui, il reste un grand chemin à parcourir, mais je sais que la caravane santé en entreprise est complètement dans cette dynamique puisqu'elle permet aujourd'hui, à travers ces caravanes de la prévention, de capter des informations et des données cruciales, même dans les milieux ruraux, qui vont nous permettre d'entraîner toutes ces intelligences artificielles. Et je tiens à remercier d'ailleurs toute l'équipe de santé en entreprise qui fait ce merveilleux travail de collecte de données pour justement améliorer l'entraînement de nos intelligences artificielles du futur. Merci, je vois que tu as cité une très belle initiative que je connais un peu. Merci Clémentine. Et, et c'est vrai que ça fait partie vraiment de ces sujets, mais il y a un chiffre que tu cites, j'aimerais quand même qu'on le retienne. Moi. En tout cas, il y avait des choses, c'est 0,4%, tu dis simplement que l'Afrique pèse à peu près dans des systèmes de données au niveau mondial. C'est ça? Santé. Au Santé. niveau santé, hein, des données médicales, on s'entend bien, hein. Médical. Et la France fait entre 1,5 et 2%. Les deux gros fournisseurs de données d'intelligence artificielle, c'est de 40 à 50% effectivement les États-Unis et Voilà. entre 15 et 20% la Chine. Voilà. Les autres sont très sous-représentés en fait, hein. C'est Ce peut-être qui, là le cœur du sujet d'ailleurs. oui, C'est oui, 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 oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les algorithmes d'intelligence artificielle dans la médecine sont entraînés aujourd'hui uniquement par des statisticiens masculins, donc qui ont un biais aussi de cognitif important dans leur analyse des données de santé qui est à bien mesurer. Voilà. ne sont pas tous américains, mais en tout cas recrutés par les Américains ou travaillant pour des entreprises américaines, fournissant ces Exact, données. Voilà. Bon, très exactement. bien. Je pense donc on avance dans le débat. Il y avait Ekel, qui voulait répondre à la question de Jean-Michel, justement sur des applications concrètes aussi. Et puis si tu veux donner aussi, toi, aussi ton avis, ton point de vue sur des enjeux importants pour le continent, comme l'a fait Clémentine. C'est vrai qu'il y a une disparité déjà sur l'Afrique où il y a une partie qui est francophone, l'autre qui est anglophone et l'autre qui est lusophone. Et quand on parle d'Afrique, il faut connaître directement quel est le problème local. Et quand je dis local, je vais citer par exemple le cas de la RDC. Quand on est à Kinshasa, bah, c'est pas la même chose que si on était dans le nord du pays ou dans le sud du pays. C'est la même chose aussi qu'au Sénégal ou en Zambie. Donc derrière, il y a aussi une disparité. Et c'est vrai que nous, alors à Africanda, on est spécialisé entre guillemets dans l'IA. On a presque 2000 et quelques collaborateurs dans 23 pays en Afrique. Donc, quand on parle de concret, ben, on est vraiment dans le concret. On peut travailler avec différentes universités publiques comme des organismes privés. Et tu as cité tout à l'heure, Eric, le trafic des faux médicaments. Nous, on a été sollicités par la Fondation Brazzaville avec Richard Amalvi, juste avant l'initiative au Togo à Lomé sur début février, sur le problème donc du trafic des faux médicaments.
Il faut savoir que ça tue presque 900 000 enfants en Afrique de l'Ouest. Et donc derrière, moi, quand Richard il est venu, je citerai pas un des Big Four. Il y a Ernst Young, il y a PwC, il y a Mazars, il y a KPMG. Donc, ils ont fait une étude au début avec ces bureaucrates, technocrates. Et en fait, quand ils sont venus et ils ont présenté face aux 10 présidents, hein, donc il y avait les deux Congos, il y avait l'Ouganda, il y avait le Mali, le Sénégal, le Togo, le Ghana, donc le Nigeria, quand ils ont présenté l'étude, bah, elle n'était pas concrète parce que c'était des personnes qui venaient d'un autre continent, qui ne comprenaient pas le problème et qui ne savaient pas que une maman qui est enceinte, qui est à Cocody, à Abidjan, et qui peut perdre son enfant et qui peut elle aussi par la suite avoir des problèmes rénal ou même au niveau respiratoire, eh ben, ils n'allaient pas en profondeur dans les données. Donc, quand il est venu nous voir, on a fait un POC sur 3 semaines et on a présenté donc une étude où on a scrappé pas mal de données. Alors, ça peut être des données qu'on a pu récupérer auprès de l'OMS, des données qu'on a récupérées un petit peu sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Internet. Et on a pu faire un mapping. Alors, j'ai quelque chose à présenter, mais c'est en anglais. On a pu faire un mapping sur les travaux que l'on a menés par rapport au trafic des faux médicaments. Mais quand on travaille dessus, on peut travailler aussi en Zambie sur la rétinopathie. Des solutions concrètes, qu'on parle de quelque chose de concret, on est vraiment dans un challenge où il faut résoudre un problème local sur une pathologie locale. On a aussi pas mal de problèmes d'obésité et de diabétique en Afrique. Et en fait, on vient de racheter une clinique il n'y a pas très longtemps sur Tunis et on veut vraiment développer sur de la biomédicale, la recherche sur les cellules souches, où on a mis en place, alors pas moi, mais les équipes avec qui on travaille, sur comment sauver la jambe d'un diabétique, parce que vous savez très bien que la gangrène, lorsqu'elle monte, ben, on est obligé d'amputer. Et en fait, on a réussi aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais avec Dick Villa, on a réussi à sauver sur les 4 patients, 3 patients, on a réussi à sauver leurs jambes. Donc la gangrène, ils avaient déjà des petites phalanges qui avaient déjà été amputées. Et le quatrième, plutôt, euh, l'amputation elle est arrivée juste au niveau de la cheville. Et normalement, ça aurait dû être donc toute la jambe. Donc on est en train d'avancer avec des médecins, des chercheurs, que ce soit dans la partie francophone, dans la partie anglophone ou même lusophone, comme à Maputo, en Angola. Donc on travaille avec des universités aussi. Il faut savoir que il y a énormément de données qui ne sont pas structurées en Afrique, qui viennent des universités. On a énormément d'Africains qui vont faire leur post-doc en Europe, aux États-Unis, en Corée aujourd'hui, au Japon, et en fait qui travaillent sur des spécificités, des maladies rares, infantines. Et en fait, faute de moyens en Afrique, ils sont dans l'obligation d'aller dans divers pays. Et donc nous, on essaie un petit peu de travailler aussi avec cette diaspora, hein, même s'ils ils sont nés et grandis dans leur pays d'origine, on essaie de travailler avec eux pour les amener, notamment sur le lab qu'on vient de créer, parce qu'on souhaite vraiment mettre en place l'africanité et mettre en avant certaines de nos solutions, parce que notre but à nous aujourd'hui, on l'a compris lorsque c'était le Covid, hein, où tout le monde, il y avait beaucoup d'empathie, beaucoup de solidarité, mais là aujourd'hui, on est dans une phase où, au-delà même des clivages politiques que l'on peut avoir ou autres, il faut vraiment travailler sur un consensus qui est autour de la santé. Et Ok, avec le Ethan, réchauffement, ça c'est très important, cette nécessité, comme que tu soulignes, d'avoir, voilà, d'être inclusif, de faire des partenariats. Mais quand tu parles de la solution sur par exemple, les faux médicaments, comment ça se déploie aujourd'hui? Comment est-ce que, pour nous donner un exemple encore une fois concret, comment, quand tu présentes une solution sur un sujet aussi important que le fléau voilà, que représentent les faux médicaments, comment ça se déploie une fois que, avec tes équipes, vous avez présenté le prototype, la solution, nous, etc. alors nous, ce qui est intéressant, c'est que on fait tout from scratch, donc on développe tout à partir de zéro, donc on fait tout vraiment de A à Z. Et derrière, après, on travaille avec des groupes. Par exemple, on a le groupe Helium Health qui est en Afrique de l'Ouest, qui eux gèrent presque 300 000 et quelques dossiers sur les soins médicaux. Et donc, à partir de ces soins-là, on peut voir si telle ou telle prescription médicale, si la personne a pris correctement son traitement et quel est l'effet secondaire si
la personne prend un mauvais traitement ou elle prend un médicament qui n'est pas vrai. Et Mm. donc derrière nous, je peux montrer même la cartographie par rapport à cela, on sait directement en profondeur sur la granularité de l'information d'où ces personnes se procurent ces médicaments-là. Il faut savoir que les médicaments, dans certains pays, ils sont remboursés à certains pourcentages et dans d'autres, sur les pathologies rares, le gouvernement, faute de moyens, ne peut pas les prendre en compte. Donc c'est là aussi qu'on travaille. Tout à l'heure, j'ai cité le groupe Merck. On travaille avec eux en Afrique sur l'impact donc de ces médicaments-là et on remonte jusqu'à la contrefaçon par rapport à l'usine. Aujourd'hui, $1 investi dans la drogue, c'est à peu près $20 de bénéfices. Et $1 investi dans les faux médicaments, on arrive entre 80 à $85 de bénéfices. Donc tous Mm. les gros narcotrafiquants aujourd'hui sont amenés à développer des faux médicaments et le continent qui malheureusement n'a pas les moyens, bon, les différents gouvernements qui n'ont pas les moyens pour rembourser des médicaments. Alors on ne parle pas d'un petit rhume ou autre, hein, mais Mm. des traitements lourds. Eh ben ils sont dans l'obligation de se tourner vers des faux médicaments. Et dans ce domaine-là, l'IA peut vraiment Tout à aider fait, tout à fait. à détecter les faux médicaments Je, et réduire l'impact de je, ces médicaments contrefaits. je, Sur... je peux partager une cartographie que l'on a fait avec nos équipes qui Oui. permettent un Alors, petit on peu va de te laisser voir. encore une petite minute, Ekel, parce que Bien comme il y sûr, a bien sûr. d'autres Juste contributions et une minute, questions, voilà. une minute juste pour voir la cartographie sur laquelle nous on a travaillé, pour que vous puissiez voir. Vous me dites si c'est OK pour vous. Ouais, sans voir, en tout cas, voilà. Voilà, vous voyez, Ouais. OK. Si tu peux juste nous montrer Je vais la carte. aller, Ouais. bien sûr, je vais aller directement dans la carte pour vous, pour que vous puissiez avoir hop, Si tu souhaites hop. nous partager, mais pour la suite, des choses qu'on peut laisser, enfin, on peut partager aux participants qui sont voilà, du domaine public avec plaisir. Mais juste montre-nous la carte. Et puis, je demandais sur ce sujet justement de la contribution, le rôle que joue la diaspora à Donc l'aide ça, c'est la carte. Ça, par contre, humanitaire. je sais pas si vous voyez la carte un petit peu. Mhm. Donc ça, c'est la cartographie sur laquelle nous, on a travaillé et qu'on a pu mettre en place lors de l'initiative Lomé avec des données qu'on en a récupérées. Alors, des données certaines qui ont été faciles à trouver et d'autres très, très difficiles. Et en fait, avec ces données-là, on a pu directement financer certains projets locaux à Ouagadougou, à Abidjan, selon le faux médicament. Ça veut dire que s'il vient par une voie aérienne, on a un mapping qui est travaillé avec les différents aéroports. Si c'est par la voie routière, c'est la même chose. Et on a Mhm. fait aussi beaucoup d'acculturation et de formation sur comment détecter les faux médicaments. Parce que l'IA, on a beau l'utiliser ou autre, c'est l'humain qui va l'utiliser en premier. Donc les solutions, il faut vraiment qu'il y a directement une inculturation, une formation qui est derrière pour pouvoir mettre en avant la stratégie et se baser entre guillemets sur une solution numérique où il va y avoir une gestion de la santé et des décisions qui vont être prises à un certain niveau. Très bien, École. Moi, je pense que c'est très bien et on pourrait certainement, on va revenir vers toi pour d'autres étapes, enfin, peut-être d'autres échéances sur ce sujet des faux médicaments qui va encore nous occuper d'ici la fin de l'année. Mais sur cette question peut-être, Jean-Michel, je ne sais pas si tu en as une autre hein, sur les, les solutions, enfin, le côté concret, comment tout ça se concrétise. Parce que je vois que l'heure tourne aussi et que Mm. normalement, on devrait bientôt passer aux questions-réponses s'il y en a. Voilà, c'est Donc, ça. Et donc, déjà peut-être dire aux gens, réfléchissez à des questions que vous pourriez poser à nos intervenants et mettez-les dans la partie Q&A du Zoom. Euh, Moi, ce que je voudrais aussi connaître, c'est comment vous bâtissez dans les expériences que vous voyez les différents écosystèmes, parce que je pense que tout ça, ça se fait pas tout seul. Je pense que vos exemples l'ont montré. Quel est le rôle des partenaires financiers? On a parlé des financeurs, des entreprises. Est-ce qu'il y a des bons liens entre entreprises et startups, chercheurs? La diaspora joue-t-elle un rôle? Voilà, c'est un peu de savoir comment vous construisez tout cet écosystème, parce que on ne fait pas de l'IA tout seul, hein, Mhm. surtout dans le domaine de la santé. Donc, voilà, est-ce que vous avez quelques retours d'expérience de ce que vous faites ou vous avez vu sur la manière de construire tous ces cas d'usage dont on a parlé? C'est pas peut-être Yvon ou Lada qu'on a moins entendu? Alors, Yvon. et qu'elle relève la même, et qu'elle vraiment essaie de faire court, parce que comme on a le temps qui file,
s'il te On va 10 plaît. essayer secondes. de passer, de redistribuer la parole. Voilà. 10 secondes, 10 secondes. Clémentine, Nada veut parler. Nada. 10 secondes, en fait, nous, on dépend des fonds totalement privés. C'est-à-dire qu'on n'a jamais demandé des fonds de l'Union européenne, de n'importe quel bailleur de fonds à l'étranger. Quand je parle d'africanité, c'est-à-dire que ce sont même des propres fonds. Moi, ça fait 24 ans que j'entreprends. J'ai commencé très tôt à l'âge de 17 ans. Et donc, en fait, les fonds que l'on a, on les investit. Et je pense que lorsqu'on a beaucoup de diaspora, hein, de la diaspora marocaine, algérienne, égyptienne, nigérienne, lorsqu'ils sont sensibles à ces choses-là, et ben c'est les premiers à investir et à mettre de l'argent parce que derrière, c'est un impact social et sociétal. Ok, merci, École. Nada, à toi. Oui, Oui. oui, alors pour revenir sur alors l'exemple du Maroc que je connais le mieux et en tant que membre du réseau MEM, donc ce sont les Marocains entrepreneurs du monde, donc c'est la 13e région qui dépend du patronat marocain. C'est un écosystème qui est pluridisciplinaire et qui va réunir différents acteurs, dont les organismes de financement, les agences marocaines de développement, d'investissement, et donc il y a un lien qui est fait pour encourager les Marocains du monde, donc j'en reviens aussi à la diaspora, parce que l'importance, c'est d'être en lien avec le terrain, partir d'un besoin qui est identifié par un Marocain qui a pu vivre une expérience d'hospitalisation, d'identification d'une pathologie, ou alors accompagner un investisseur ou un jeune start-upper à développer son idée pour la concrétiser. Donc, il y a à la fois cette expertise, cette connaissance qu'on a tous pu développer à travers le monde grâce à nos expériences internationales, mais il y a aussi les investissements, l'apport financier, la vision stratégique aussi, pour voir comment combiner, comment traduire une idée pour vraiment la faire livrer ou la transformer en un produit, en un business, et enfin à une offre de service qui va améliorer la qualité de santé, qui va répondre à un besoin local, mais aussi régional. Parce que l'intérêt, c'est qu'il y ait une industrialisation et une généralisation au niveau de l'Afrique. Au-delà de l'expertise, il y a aussi une mise en relation qui est faite avec donc toutes les instances, les pouvoirs publics, les banques locales, donc au-delà des investisseurs, donc qu'ils soient fonds d'investissement ou alors entrepreneurs indépendants, il y a un accompagnement qui va être fait sur le terrain avec voilà, le tribunal de commerce, la création de l'entreprise, donc l'ensemble des démarches qui peuvent être chronophages, qui peuvent être bloquantes au-delà de l'idée, au-delà de l'aspect intelligence artificielle, il y a toute cette intelligence humaine qui est mise autour de ça, avec une compréhension des contraintes locales, parce que on est né en Afrique, on connaît et on a envie de se give back, on a envie d'y retourner pour que chacun et chacune soit cette locomotive pour vraiment améliorer tout ça et participer chacun à son niveau. Donc voilà rapidement comment ça fonctionne. Ok, Nada, je pense que Clémentine peut nous donner aussi un éclairage par rapport à notamment le EIC Corporation, ce fonds d'investissement où il y a pas mal d'investisseurs issus de la diaspora. Clémentine, tu peux dire un mot sur. Oui, je peux effectivement, je gère entre autres cette association en France, IC Corporation, qui a aussi un événement annuel qui s'appelle le Diaspora Business Meeting, qui effectivement a pour objectif de financer l'ensemble des initiatives prises sur le continent africain. Donc, on travaille avec comment dire, des localités sur la mise en place d'infrastructures avec un financement participatif donc de cette diaspora pour mettre en place ces infrastructures de santé. Ça peut être des centres de moindre importance ou des centres plus importants au niveau régional. Voilà, principalement UC Corporation aussi forme les porteurs de ces projets aussi à ces problématiques de financement, de façon à ce qu'ils soient en capacité de construire les dossiers et d'aller voir les investisseurs avec des dossiers les plus complets, les plus solides possibles pour pouvoir effectivement financer leurs projets d'infrastructure. Moi, je m'occupe plus particulièrement des infrastructures santé au niveau de ces corporations. Donc, quiconque a envie effectivement de travailler sur ces sujets
sujets et ses projets, a envie de se former sur la finance pour monter ses dossiers souvent internationaux, n'hésitez pas à me contacter. C'est peut-être aussi le moment de rappeler que vous avez une belle initiative, enfin un beau projet sur un challenge de l'innovation, sur la thématique justement qu'on a abordée tout à l'heure, des faux médicaments, trouver des solutions prometteuses pour développer par des startups sur la thématique des faux médicaments, qu'on n'a pas abandonné, qu'on a juste reporté, mais C'est que... ça. Voilà, voilà. Effectivement, EIC Corporation est présent dans 50 pays dans le monde et depuis une dizaine d'années, nous avons un observatoire de l'e-santé qui nous permet d'identifier des solutions à travers le monde qui pourraient, si elles sont, comment dire, mises en commun, travailler à la lutte contre les faux médicaments, qui est une réelle épidémie, hein, une catastrophe pour le continent africain. Et donc, un challenge a été lancé avec donc Santé en entreprise, en coopération avec cette organisation, pour identifier sur le continent africain tous les projets, toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Et on sera fort de les accompagner à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue, comment dire, métier, et aussi d'un point de vue financier. Voilà. Très bien. Je pense qu'on arrive pratiquement, bon, presque touche à la fin, presque. Donc, ce serait intéressant qu'on prenne, Jean-Michel, si tu as une question avant qu'on passe à la salle ou à ceux qui nous écoutent pour prendre leurs questions dans le chat. Je ne vois pas les Ah, questions. j'aimerais qu'on tombe dans un vortex temporel. On est en 2030. Faites-nous rêver. Qu'est-ce qui se passe d'encore mieux dans ces sujets de l'IA et de la santé dans les 5 ans qui viennent? Alors, vous allez me dire 5 ans dans l'IA, c'est le bout du monde. Mais faites-nous un peu rêver. Qu'est-ce que Comment vous on peut se verriez comme, projeter? Voilà. je sais pas moi, usage disruptif, grande évolution, éradication des faux médicaments, j'en sais rien. Un petit tour de table de chacun, Ouais. voilà, votre prospective dans 5 ans. Alors, c'est toujours très compliqué de faire Allez, d'avoir. Qui se lance? voilà, qui se lance en premier? Allez, Nada. Nada, Très la bien. très courageuse Nada. L'audacieuse. Euh, Vas-y. Moi, je dirais la prévention et la formation parce que c'est vraiment la base. On voit clairement aujourd'hui, alors à la fois avec la diaspora qui revient, avec ce transfert de compétences, ces transmissions de connaissances, le métaverse qui se développe, qui se démocratise pour booster ces centres de simulation, cette formation qui va permettre, in fine, d'avoir une autonomie, d'avoir une indépendance, entre guillemets, en matière de prévention, en matière de conscience pour la, l'amélioration de la qualité de santé, mais la santé au sens de l'OMS d'ailleurs, et pas le soin. Donc, vraiment être sur une Afrique, alors d'ici 2030, on va peut-être représenter 18% de la population mondiale, de plus en plus jeune. Donc, c'est de la force de travail également. Moi, je dirais la formation, la prévention pour être encore de plus en plus compétitif et être sur des centres de soins ou sur des établissements de santé de plus en plus smart. Parce que, alors, il n'y a pas d'électricité partout, il n'y a pas d'Internet partout, c'est extrêmement éclectique, donc le paysage africain. Il y a des déserts médicaux aussi hein, qui font partie de la réalité. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir arriver jusqu'au dernier kilomètre, voilà, jusqu'au dernier village et sensibiliser ces personnes-là, notamment la santé materno-infantile aussi, parce que c'est vrai que le suivi de grossesse, le post-accouchement, on n'en parle pas beaucoup, là on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des sujets qui sont traités avec des applications, avec des choses toutes simples, et revenir à l'humain, vraiment remettre l'humain au centre et utiliser la technologie pour valoriser l'humain et se valoriser nous-mêmes en tant qu'Africains. Et ça, c'est vraiment très, très, très important à se remettre en tête, à se le rappeler tous les jours et à se le mettre comme objectif pour être tous ensemble, voilà, dans une bonne dynamique. Donc, l'accès à la santé pour tous d'ici 2030, l'IA peut nous y aider enfin, à y aller plus rapidement, hein, avec des solutions aussi où il y a du contenu local. Si on devait résumer ce
que tu dis, avec des solutions made in, qui tiennent compte des solutions, des contraintes locales. Donc ça, c'est pour toi, Nada. Est-ce que, Clémentine, tu peux nous donner ta vision voilà, pour suivre un peu ce sera un peu votre mot de la fin, d'ailleurs, hein, à tous, là, avant qu'on ne Déjà, ça va vite, hein. Oui. Alors, Clémentine, en termes de prospective, vision, comment toi, tu verrais voilà, à la fois le potentiel du continent, comment l'IA peut aider là-dessus à appliquer à la santé, à relever tous les défis que vous avez rappelés? Bah, je pense que avant tout, on a des défis d'infrastructure. Donc, la santé, c'est effectivement aussi avoir accès à l'eau, accès à l'électricité pour pouvoir avoir des data centers qui nous permettront effectivement d'avoir une IA qui puisse personnaliser les soins en fonction de nos besoins réels sur le continent africain et qui prennent en compte aussi la culture et l'environnement dans toutes ses dimensions. Très bien. École et Yvon. Alors, peut-être Yvon avant, qui a moins parlé qu'École. Si Yvon veut bien nous donner sa vision à l'échelle du Togo, toi qui, donc, du terrain aussi, est aussi des praticiens. Donc, comment tu vois un peu l'avenir? Yvon, ton micro et on te... Oui, merci beaucoup, Eric. Moi, ma vision pour le Togo, c'est un Togo dont la télémédecine est vraiment développée. Voilà, au-delà de tout ce qui est infrastructure, même si les hôpitaux de référence ne sont pas énormes, qu'on mette en avant les soins à distance. Voilà, il faut vraiment mettre, je dirais, en pratique les outils qu'on a aujourd'hui et qui peuvent nous faciliter la vie. Du coup, pas besoin de faire déplacer les gens, mais plutôt apporter la santé là où ils sont, quoi, à travers les outils numériques. Donc, moi, ma vision, c'est vraiment ça. Un Togo avec une télémédecine et des soins de santé à distance vraiment développés. Donc, ouais, surtout dans le domaine de la télémédecine, donc aussi pour Oui. emmener l'offre de soins pratiquement à domicile des gens qu'ils aient plus à vivre les contraintes de transport, de déplacement. À toi, Ekel, voilà, pour terminer le tour, avant qu'on prenne... Moi, moi, je verrais plus des DME, donc des dossiers médicaux électroniques un peu plus généralisés sur l'Afrique. Essayer on est tous interconnectés avec nos données dans nos différents pays, mais là, faire de l'intraconnexion, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'Union africaine, essayer de travailler sur une gestion africaine, macro, bien entendu, pour avoir cet impact et avoir, alors ça a été dit, de la formation, mais aussi de la surveillance sur les différentes pathologies. Si il y a, on prend le cas par exemple des diabétiques, des solutions sont apportées en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'elles peuvent être dupliquées en Afrique de l'Est? Donc vraiment essayer de généraliser, mais avec une façon macro et de mieux digitaliser le suivi des patients pour avoir un meilleur impact local, mais avec une vision continentale. Ouais, là, on est plus effectivement sur la surveillance des épidémies, peut-être comment l'IA peut aider à préparer aussi la gestion de futures crises C'est ça. sanitaires. On en a peu parlé ici, mais on voit tellement d'applications possibles. Donc, merci Jean-Michel d'avoir posé cette question parce que finalement, on a effectivement, on le voit à travers Mais ça les... illustre la richesse des cas d'usage de tout ce qu'on peut faire. Exactement, exactement. Et donc, ça nous dessine un futur qui est plein de promesses, et sans oublier les défis qu'il y a à relever, mais en tout cas, on voit bien c'est un domaine, en tout cas, d'avenir dont on n'a pas fini de parler dans le domaine de la santé. Alors, est-ce qu'on a quelques questions dans le chat Alors, on en a une qui est intéressante, c'est quel conseil donner à un étudiant en médecine pour qu'il reste en accord, voilà, en lien avec tout ce que l'IA peut apporter dans son futur métier. Ah, belle question. Formation, mais là, non pas la formation côté informatique, des mathématiques ou autres, mais l'étudiant en médecine. Qui doit être demain utilisateur de l'IA en tant que professionnel de la santé, c'est ça? C'est la question qu'on a. Il n'y a Ouais. rien d'autre. Ok, Nada, si tu veux, peut-être moi, je certainement. pourrais répondre. J'ai eu la chance de passer quelques temps avec les étudiants
dans le cadre d'accompagnement de hackathon en santé au Maroc. Et c'est vrai que les étudiants sont une belle source d'inspiration parce qu'ils sont à cheval entre les bancs de l'école et leur stage, leur internat à l'hôpital. Donc, ils sont inspirés par leur quotidien. Ils ont cette dynamique et cette envie d'innover pour aller plus vite parce que c'est une génération qui veut aller à l'essentiel et qui ne veut pas trop se fatiguer, honnêtement, par rapport à nous ou par rapport à nos parents. Donc, il y a une question d'optimisation de l'énergie, ce qui est bien. Moi, ce que je conseillerais à cet étudiant, c'est de s'entourer d'autres étudiants ou d'autres jeunes en technologie, des développeurs qui vont répondre à une problématique donnée. Donc, dans le cadre de ces études, dans le cadre de ces stages, qu'ils soient observateurs, qui n'hésitent pas à poser des questions, à interagir avec d'autres métiers, parce que les médecins vont travailler avec les brancardiers, avec les infirmiers, avec les cadres de soins. Donc, l'écosystème est extrêmement riche. Identifier un besoin et y répondre, parce qu'une innovation doit, pour être utile, répondre à un besoin donné, qu'il soit organisationnel, administratif ou thérapeutique et s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire. Parce qu'on se rend compte que voilà, quand on met ensemble un ingénieur, un informaticien, un médecin, ça donne des belles choses. Voilà ce que je pourrais dire. Très bien, ben, je crois on touche à la fin de notre webinaire. On vous remercie. Il y avait Une une autre question. question, Eric, Ah, il y a une autre question, ouais, d'accord. je ne lève pas la main. On va la prendre alors. Sur le risque, quel risque vous voyez? Je sais qu'on était assez positif, ce qui est bien, tant mieux. Est-ce que certains risques sont identifiés par rapport à l'usage de l'IA dans la médecine en Afrique? Ah oui, non, ça c'est oui. On n'a pas beaucoup parlé des risques, mais allez-y. Si on peut, alors je sais pas, Bah, le, Clémentine, ouvre ton micro. oui, oui. Ah, vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui. Oui, oui. Enfin, et les risques de l'IA, c'est principalement les différents biais, effectivement. Quand on fait de la santé, on a besoin d'avoir des éléments factuels qui prouvent que le bienfait de telle et telle solution par rapport à la santé de la population qui est adressée. Aujourd'hui, comme le disait très justement Nada, les tests, comment dire, des médicaments ou de la cosmétique ne sont pas forcément faits sur toutes les populations représentatives sur le continent africain, on va dire ça comme ça. Et donc, le plus grand risque, c'est que nos solutions d'intelligence artificielle entraînées sur des données et donc avec des biais comment dire, de recherche importants, ne correspondent pas aux besoins et même puissent être potentiellement, comment dire, euh, Nocif. euh, nocives, oui, c'est en anglais, nocives pour les populations sur des sujets, par exemple le diabète est l'exemple le plus probant, hein, puisque le diabète, ça correspond à un environnement, à des habitudes nutritionnelles, à une biologie, etc., à une culture particulière. Donc, effectivement, des solutions d'IA qui seraient basées uniquement entraînées uniquement sur des populations nord-américaine pourrait potentiellement avoir des conséquences désastreuses en termes d'apprentissage pour les populations sur le continent africain. Oui, ça c'est. Bon, merci. Ah, Nada, tu voulais ajouter quelque Oui, chose? je voudrais compléter parce qu'il y a des risques, mais aussi les limites de l'IA. Parce que ce que disait effectivement Clémentine, il y a un entraînement, mais il faut suffisamment d'historique et suffisamment de temps pour que l'IA soit entraînée. Donc, parmi les limites, c'est par exemple si sur une certaine population, on n'a pas eu suffisamment de D'accord. recul, parce qu'il faut au moins un an ou plus, l'information ne sera pas fiable. Il y a aussi les risques, ou alors plutôt les limites en termes d'impact environnemental, en termes de consommation énergétique. Ça consomme énormément d'énergie, ça libère du CO2, donc c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ce sont des limites à la fois environnementales et puis ça coûte cher. Donc les infrastructures, voilà, il faut les avoir, il faut les entretenir, d'où l'intérêt de l'utiliser et de la rationaliser au maximum. Et puis la dernière chose, c'est l'aspect culturel. Et ça, effectivement, il faudrait utiliser ces data, utiliser ce que nous fournit l'IA en l'adaptant aux contraintes locales, à la culture et aux spécificités africaines.
Parfaite conclusion. Moi, je n'ai pas autre chose à ajouter. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'on se dit qu'on... Il y a d'autres questions. Il n'y en a pas d'autres? D'accord. Donc, Si, on si, il y en s'arrête. a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, on va en prendre. Moi, je ne les Dans la vois partie, pas, les questions. elles sont dans la Dites-moi. partie cuillère, tu n'y as pas accès? Non, je ne les vois pas là. Du Je coup, ne vois pas d'autres là. moi, j'en vois pas. Il y a comment impliquer les citoyens et les professionnels de la santé dans le développement et la mise en œuvre de l'IA. Il y a aussi quel mécanisme concret vous mettez en place pour collecter et mutualiser toutes les initiatives de l'IA, référence aux petits acteurs et aux plus grands, tous susceptibles de fournir des données potentiellement utiles. OK. Et on a aussi un commentaire que je récupère de Florence Gaudry-Perkins qui nous a rejoint. Florence, voilà, on aurait pu aussi avoir sur le panel, qui est une experte dans le domaine. Elle dit que pour information, donc c'est une information canadienne, elle dit un blueprint, Africa Digital Health Blueprint sera lancé et publié par le CDC Africa, donc le Centre de contrôle et de surveillance des maladies en Afrique, et Smart Africa fin août à Nairobi et à Transform Africa Summit qui vise au dossier patient numérique panafricain et à un single digital health market. Donc, ça rejoint tout ce qu'on a dit sur effectivement la question de la data et puis comment on harmonise tout ça de façon à avoir des systèmes de données qui puissent être utilisés à l'échelle du continent. Donc, merci Florence. On va peut-être laisser. Il y a encore des questions que je ne vois pas, mais est-ce que Jean-Michel, tu en prends une comme ça pour on en prend une pour terminer pour, Bah, la dernière pour la route, mais je pense qu'on a fait bah, peut-être celle sur comment impliquer les citoyens ouais, allez. pour la santé. Je Donc, pense que c'est un sujet intéressant. ouais, exactement. Donc, comment impliquer les citoyens et les professionnels de la santé dans le développement et la mise en œuvre de l'IA pour la santé? Question, on pourrait encore refaire une heure là-dessus, mais Non, essayez enfin, d'être une- Donc, essayez d'être court parce que celle-là, elle est tellement. En soi, c'est le thème, c'est un beau thème d'ailleurs pour une commission santé. Donc, je retiens avec comment on peut aussi impliquer les acteurs économiques sans les oublier parce que quand on parle de Tout à santé, fait. il faut parler des entreprises, aussi des acteurs économiques, des fondations. Mais bon, si en un mot, vraiment en un mot, vous pouvez dire quelque chose là-dessus, chacun, ou quelqu'un qui veut en Moi, particulier je peux ajouter. dire, tant que le micro est ouvert, en attendant qu'elle active le sien, eh bien, en leur montrant l'intérêt, c'est tout le secret du change management, c'est montrer l'intérêt à ces acteurs et les valoriser parce qu'ils ont chacun une expertise et un apport. Ok, très bien. Et merci Nada. Clémentine a ouvert aussi son micro, donc ça veut dire Oui, ben je pense que, comme le disait très justement Nada, impliquer, c'est surtout écouter et partager avec l'ensemble des acteurs. Donc, écouter nos différences et faire qu'elles soient nos richesses et pas nos oppositions. parfait. Parfait à toi. Donc, école et à Yvon hein, également pour peut-être ouais, Pour clôturer. mettre en place des plateformes de crowdsourcing de données qui sont importantes, notamment avec des PPP, donc des partenariats publics-privés, où on va sensibiliser d'un côté les médecins, les hôpitaux, les cliniques aussi, même si elles sont privées, pour ensuite former les citoyens par le biais donc de différentes applications et sensibiliser les différents ministères de santé à cet impact-là. Et je pense que les données, en fait, même si elles ne sont pas structurées, il faut savoir comment les utiliser, car derrière, c'est une des sources importantes c'est un des premiers capteurs pour avoir l'information et travailler sur la granularité de l'information. Superbe. Parfait. Yvon, tu veux dire un mot certainement là-dessus également, de ton point de vue? Mot de conclusion aussi. Un mot, voilà, on arrive vraiment À la fin. à la conclusion. Donc, ton micro ne s'ouvre pas. Il y avait des questions, mais on va pas vraiment pouvoir y répondre là parce on est arrivé à la fin. Mais il y avait une question sur les initiatives qui sont mises en place pour collecter, mutualiser justement les projets, les solutions qui utilisent l'IA.
Il y a pas mal d'initiatives. Si je peux répondre en 15 secondes là-dessus, il y a aujourd'hui des plateformes qui sont en place. Je pense à celle que met donc celle de l'Observatoire qu'a mentionné Clémentine, mais nous avons également la Fondation Pierre Fabre, qui a un observatoire de la e-santé qui collecte et détecte des solutions dans les pays du Sud. On a lancé il y a un an, quand je dis on, avec le CIAN, en partenariat avec le CIAN, à Vivatech, sur la scène Africatech, l'initiative Santé pour tous, santé numérique, santé pour tous, Health Tech for Good en anglais, qui consiste, donc c'est 130 entreprises qui opèrent cette initiative pour collecter à travers aujourd'hui 15 pays d'Afrique. On a déjà 70 solutions, près de 70 solutions référencées dans pratiquement 8 catégories, 8 thématiques, des solutions à fort potentiel. Donc, c'est des solutions qui sont souvent au tout début hein, de leur développement, au moins au stade avec voilà, au minimum une phase pilote et une preuve de concept, et comment ces solutions peuvent être, une fois qu'on les a passées, voilà, fait la revue technique, comment elles peuvent être soutenues, accompagnées avec tous les outils qu'il faut pour pouvoir les intégrer au système de santé dans une optique de renforcement. Comme là, Yvon d'ailleurs, l'exemple, c'est un très bel exemple avec Yvon, c'est comment on aide toutes ces solutions à aller vers l'accélération et à avoir le plus d'impact dans leur pays. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, on le voit bien dans le domaine de la santé numérique. Et donc, on n'a certainement pas répondu complètement par un oui. Est-ce que l'IA peut sauver la santé en Afrique? Mais en tout cas, Jean-Michel, on est d'accord pour dire qu'elle y contribue grandement en accélérant justement cette ambition qui est d'aller vers la santé pour tous, et qu'il faut bien sûr ne pas ignorer toutes les contraintes, tous les défis, tous les risques aussi qui sont présents. Donc, merci à tous. Merci à toi, Jean-Michel. Merci De, Eric de voilà, l'organisation et bravo, voilà. hein. Très bon Et sujet. puis, merci à tous les panélistes et à tous ceux qui ont contribué à travers leurs questions, à tous ceux que je n'ai pas pu citer, que j'adresse, je vois leur nom dans le chat. Et on vous dit à très bientôt. Jean-Michel, tu as une actualité sur la commission digitale que tu veux partager avant qu'on se quitte sur tes Tout ça, prochaines les dates? deux, les 15 derniers jours, mais la prochaine est fin septembre et ça sera sur enfin, la formation au numérique en Afrique. Voilà, et pour la commission santé, nous aurons la prochaine commission sur le thème de la protection des données, qui devient un sujet aussi, hein, puisque plus on parle de données aussi, plus on va aussi devoir se poser la question de comment on protège ces données. Donc fin septembre, début octobre, on vous reprécisera ces dates assez vite. Et puis d'ici là, on vous souhaite très bonnes vacances, un été. Un bel été. On se dit voilà, à très bientôt. Voilà. Merci à tous. À Merci à vous bientôt. encore. Un Au très grand revoir. merci.